Nous sommes très excités d'avoir un webinaire co-sponsorisé par AFON, l'Organisation panafricaine des agriculteurs et l'Agricode. Et ensemble, avec un engagement pour faire entendre les voix des agriculteurs africains. Et nous, nous allons commencer là où l'alimentation commence, les sols. Donc, je sais que vous avez entendu de la PAFON et de l'Agricode. Mais je vais commencer par vous donner quelques informations sur le sol. Quand vous pensez au sol, quelle est la définition que vous utilisez? Est-ce que vous dites que c'est la couche biologiquement active de la surface de la Terre et on va parler comment restaurer les sols dégradés et comment maintenant renforcer les systèmes alimentaires. Il y a quelques annonces internes. Tout d'abord, nous avons l'un des interprètes en ligne. Si vous cliquez sur les trois l'icône interprétation, vous allez choisir le français que vous préférez. Si je parle en anglais et vous préférez le français, vous allez cliquer sur le français et nous remercions les interprètes pour leurs efforts, pour faciliter la communication. Deuxièmement, nous aurons beaucoup de temps pour les conversations, des dialogues, des questions-réponses, mais pour faciliter les échanges, pour que vous puissiez vous exprimer, vous devez lever la main. Donc, ça c'est là où c'est écrit réaction. Et vous allez lever la main comme je viens de faire, vous voyez sur l'écran, et vous allez donner une opportunité aux organisateurs de bien vouloir activer votre micro pour que vous puissiez vous exprimer. Et donc, comme j'ai dit, le sol, c'est la couche biologiquement active de la surface de terre et 95% de notre alimentation vient des sols. Et la plupart de ces couches sont dégradées. Et c'est maintenant notre tâche de rétablir la santé des sols. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'entendre des organisations paysannes, des entrepreneurs, d'aller en profondeur vraiment à la recherche des solutions pour assurer que nous avons des sols en bonne santé. Et c'est vraiment très excitant d'entendre comment la PAFON et l'Agricode travaillent en collaboration pour organiser cette série de 4 webinaires. C'est la première session que nous avons aujourd'hui. Et donc, nos objectifs sont de tout d'abord démontrer de façon pratique les expériences, les innovations qui viennent des agriculteurs. Nous allons entendre à des agriculteurs. Et nous sommes ici pour faciliter l'apprentissage par les pairs. Donc, c'est un webinaire de 2 heures. Nous aurons beaucoup de temps pour les discussions, les questions et les réponses. Deuxièmement, ou troisième objectif, c'est de renforcer les collaborations entre les organisations paysannes, la recherche et les partenaires au développement qui travaillent sur la santé des sols pour sortir de nos silos, pour établir des ponts, pour que nous puissions générer la recherche sur laquelle on peut passer à l'action avec les agriculteurs pour l'utilisation par les agriculteurs et aussi contribuer au plaidoyer et au dialogue de politique par rapport à l'agroécologie et à la régénération des sols. Donc, je suis très excité d'être ici avec vous comme une scientifique des sols. Donc, aujourd'hui, nous aurons quelques mots d'ouverture. Et d'abord, on avait prévu que le secrétaire exécutif de la PAFON puisse être ici, mais nous avons Monsieur Aimable Touagrayezu, qui est notre collègue du Rwanda, et qui est chargé des programmes, et il a la parole pour officiellement ouvrir cette session et donner des mots d'ouverture. Monsieur Aimable, vous avez la parole. Merci beaucoup, la modératrice, pour l'introduction brillante qui nous permet maintenant de savoir où on commence. Comme vous avez dit, je suis Aimable Touagrayezu, je suis chargé des programmes au sein de l'organisation panafricaine parfois des agriculteurs. Parfois, nous sommes basés à Kigali. Mais mon secrétaire exécutif, Monsieur Bobafemi Oyole, était censé prononcer ce discours, mais malheureusement, il ne peut pas être ici avec nous parce qu'il est en mission. Et donc, je suis ici pour le représenter et communiquer le message à son nom. Participants, les partenaires, leaders des organisations paysannes, mesdames et mademoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, d'après là où vous êtes. C'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue à
webinaire important sur les innovations menées par les agriculteurs pour la régénération des sols et la santé des sols. À travers l'Afrique, le sol est plus d'une ressource. La vie, c'est qui nous permet d'avoir des systèmes alimentaires dans nos économies et aussi des possibilités, des moyens de vie de plus de 80 millions des agriculteurs bien représentés dans l'organisation PAFON. Or, aujourd'hui, les sols connaissent une pression qu'on n'a jamais vue, le changement climatique, des pratiques non durables, la dégradation de terre et le déclin par rapport à la fertilité. Mais il y a de l'espoir. Et cet espoir se trouve chez les agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas simplement des bénéficiaires de l'innovation. Ils sont des innovateurs à travers notre continent. Ils sont à la tête de la transformation, restauration des terres dégradées, l'adoption des pratiques agroécologiques, l'intégration des connaissances indigènes avec la science moderne et le développement des des solutions pratiques comme peut faire mise à l'échelle pour la génération des sols. Le webinaire d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est donc pas seulement une discussion, c'est une plateforme également pour reconnaître et faire entendre des solutions qui viennent des agriculteurs, partager des innovations pratiques qui marchent au niveau du terrain et renforcer les collaborations entre les agriculteurs, les chercheurs, les décideurs de politique et les partenaires au développement, juste pour mentionner quelques-uns, comme la PAFO, la, l'Organisation panafricaine des agriculteurs. On sait que on ne peut pas on ne peut pas avoir une stratégie de régénération des sols qui peut réussir sans l'implication des agriculteurs. Cela s'aligne donc directement avec l'engagement de l'Afrique sous la déclaration de PDDA1 de Kampala qui a été lancée en janvier l'année dernière par la session extraordinaire des chefs d'État par le biais de leur sommet, où la gestion durable des terres et la résilience ont été identifiés comme des piliers critiques pour la transformation de nos systèmes alimentaires. Nous devons passer des efforts fragmentés aux systèmes, aux transformations qui tiennent compte de tous les systèmes ou les innovations par des agriculteurs documentés, financés, faire la mise à l'échelle et aussi de la politique nationale et continentale. Je vais souligner trois messages clés. Tout d'abord, la santé des sols, c'est la fondation de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique. Sans la santé des sols, il n'y aura pas d'agriculture durable. Deuxième message, les connaissances des agriculteurs, c'est un actif stratégique. Nous devons innover, protéger, faire la mise à l'échelle. Et troisièmement, les partenariats sont très essentiels. Les États, les instituts de recherche, les secteurs privés et les partenaires au développement devraient travailler étroitement avec les organisations paysannes pour accélérer l'impact. Mesdames et messieurs, ce webinaire vient à un moment important quand l'Afrique sollicite des solutions, soit pas seulement durables, mais également qui puissent être économiquement viables. Les innovations des agriculteurs nous donnent exactement cette voie. Donc, j'encourage au nom du secrétaire exécutif de la PAFO et la PAFO elle-même, tous les participants de s'engager activement, partager les expériences et identifier les opportunités pour la mise à l'échelle de ces innovations à travers nos régions et à travers nos pays. Ensemble, nous allons pouvoir passer de la dégradation des sols vers la régénération des sols et de la vulnérabilité à la résilience. Donc, avec ces mots, mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter une session fructueuse. Je vous redonne la parole, madame la modératrice. Merci à tous de votre aimable attention.
Merci beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment passer à la réaction et donner un applaudissement à Aimable pour ces mots d'encouragement. Oui, 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 je vois les applaudissements. Merci, Monsieur Aimable. Et merci beaucoup de ce que vous avez dit, surtout là où vous avez dit que ici, ce n'est pas seulement une discussion, c'est une plateforme. Et je pense que cela vraiment souligne et justifie pourquoi nous passons du temps ensemble ici, hein, dédié à ce sujet. Donc vraiment, ça c'est fantastique. Merci beaucoup. Et je m'attends à vous voir un jour hein, au Rwanda. Et maintenant, nous allons au Kenya. Et je suis excité d'avoir l'opportunité de vous présenter Monsieur Edouard Mukambi, qui est ingénieur au niveau de la fédération KENAF et il est chargé des initiatives de l'action climat. Elle se spécialise dans le sol et de santé et les écosystèmes de l'énergie renouvelable. Donc, avec cette expertise, je crois que c'est parfait pour nous donner des mots importants pour nous dire pourquoi nous sommes ici hein, et nous parler du rôle des organisations paysannes dans ce que nous faisons ici. Alors, docteur Mugambi, je vous redonne la parole. Je vois que vous n'avez pas activé votre micro. Veuillez activer votre micro. Monsieur Edouard Mugambi de Kenaf, veuillez activer votre micro et prendre la parole. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Kenaf, ils ont une réunion annuelle fantastique chaque année ici au Kenya. Et mon équipe et moi-même, nous avons eu le plaisir d'avoir un stand pour la santé des sols. Et alors, Edouard, je vois que vous avez activé votre micro et maintenant, c'est mon plaisir de vous donner la parole, Monsieur Edouard Mugambi, pour votre discours. Merci beaucoup et pour cette opportunité. Je m'appelle Edouard Mugambi, je viens de la Fédération paysanne kenyane qui est basée à Nairobi au Kenya et je suis ravi de participer euh, aux discussions sur ce sujet important de la santé des sols et la régénération des sols. Je vais faire ma présentation. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à partager? C'est parfait. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, alors oui, 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 vous allez maintenant nous montrer vos diapositives. Et vous aurez des minutes pour faire votre présentation. Est-ce que vous cliquez sur le mode présentation? Comme ça, on va voir vos diapositives sous forme. Oui, merci beaucoup. Merci. Et donc, le sujet, c'est passer de la dégradation des sols vers la régénération. Et nous voulons voir comment KENAF traduit les politiques nationales, ce qui est pratique. On s'observe des innovations paysannes pour la régénération des sols et la santé des sols. Nous parlons de la régénération des sols au Kenya et nous avons constaté qu'une grande partie de la terre agricole au Kenya est dégradée. Nous aimerions aussi, nous avons vu l'acidité des sols, surtout le pH, le niveau pH est très élevé et aussi la question du carbone qui est très élevé et cela affecte la productivité. Et c'est pour faire, ça cause des pertes aux petits exploitants de la productivité. Et cela a été quantifié dans les études, même si je n'ai pas les chiffres hein, pour cette présentation. Le rôle de la CANAF dans la mise en œuvre de la politique a été tout d'abord dans le renforcement de la capacité à la formation. Nous avons fait
la mise en œuvre d'un projet sur la fertilité, la gestion des fertilités des sols depuis 2024. Et les questions spécifiques qu'on fait, c'est que nous faisons la formation des agriculteurs clés et des formations des formateurs sur l'agriculture adaptée au changement climatique et la préparation des terrains. L'approche de ce programme a été équiper ces personnes techniques. Je m'excuse. Donc, c'est pour donner équiper les jeunes. Donc, comment régénérer les sols, faire l'échantillonnage des sols et l'analyse et partager les données avec les agriculteurs. Elle a fait aussi membre du comité national qui conseille sur la politique et nous avons été dans le travail de plaidoyer pour avoir une influence sur la politique nationale sur le climat et représenter l'intérêt de nos membres et aussi dans les questions de l'affectation du budget national pour les questions de la gestion des sols. Et nous avons aussi fait des programmes de reboisement dans notre planification stratégique. Kenaf aimerait avoir 10 milliards d'arbres plantés au niveau national d'ici 2030. C'est une pratique et nous sommes engagement activés à faire ça actuellement. Au niveau de la fertilité des sols intégrés, nous croyons que ça, c'est un véhicule qu'on peut utiliser pour faire la génération de sols, faire les testings et l'échantillonnage des sols, établir des groupes techniques. Et jusqu'ici, nous avons formé 200 jeunes comme les formateurs qui vont continuer à diffuser la formation sur la régénération des sols dans les groupes des agriculteurs en utilisant les outils de diagnostic mobile. Les domaines de formation, comme je vous ai dit, c'est sur l'évaluation visuelle des sols, où on peut observer les sols et pouvoir diagnostiquer où se situe le problème et aussi identifier les mesures de correction. Il y a aussi un autre domaine de formation, c'est la gestion de pH, les questions de micronutriments, de la défiance et l'identification. Et on peut aussi faire les pratiques agroécologiques où nous pouvons proposer ce qu'on peut utiliser pour la couverture et rétablir la santé des sols. Il y a aussi le projet sur l'intégration des sols au Kenya où nous avons 47 comtés donc administratifs. Deux de ces comtés, on ne pratique pas l'agriculture. Donc, il y en a 45 où on a l'agriculture et nous avons fait le projet pilote de deux comtés au Kenya. Et actuellement, nous sommes en train de introduire les pratiques dans ce projet dans toutes les autres comtés. Nous avons fait le suivi des résultats de ces comtés où nous avons fait le projet pilote et nous avons observé ce que je vous montre ici. Hein, ce sont les données que nous avons. Et, et nous avons les données pour le maïs et on a les données pour les autres cultures, mais j'ai sélectionné le maïs pour vous montrer le succès de pratique de la gestion intégrée des sols. Et nous avons encore observé ici la récolte en maïs. Avant ces interventions, vous voyez la récolte par hectare, c'était 1,8 tonnes. Mais après la mise en œuvre de ce programme, hein, donc sur la fertilité, la gestion des fertilités des sols, nous avons haussé la récolte à 2,4 tonnes par hectare. Et ici, c'est la réalité sur le terrain. Et ça, c'est une hausse de 33% qui montre que nous allons dans le bon sens. Si vous considérez la question de pH des sols, vous voyez que nous avançons vers le côté positif de l'échelle. Et donc, on arrive à stabiliser. Et puis, pour l'efficacité des engrais, où nous
Non, on n'entend pas. Je vois que il y a que. Alors, continuez. Continuez. Edouard, vous êtes toujours là? Et on vous laisse encore 3 minutes. Oui, oui, merci, merci. Donc, ce que cela signifie pour nos membres, c'est que nos agriculteurs arrivent à utiliser les engrais selon les besoins au lieu d'utiliser tout simplement les recommandations. Donc, il y a les différentes régions où les agriculteurs puissent savoir quels sont les besoins des engrais et ils vont appliquer les engrais selon les demandes. Nous avons aussi l'accès aux, aux engrais qui viennent avec les subventions de l'État pour renforcer la récolte et cela est fait grâce à nos plateformes de KENAF au niveau du pays. Donc il y a aussi des initiatives de l'inclusion financière. Nous faisons la mise en œuvre de ce que nous appelons FAMPAS, qu'on appelle au Kenya Sauti ya Mkulima, c'est-à-dire la plateforme La Voix du Fermier, qui est une plateforme digitale où nous nous lions aux producteurs, aux détaillants des entrants qui font la distribution des entrants, donc que les agriculteurs puissent avoir les services de crédit pour les entrants dont ils ont besoin pour gérer leur sol. Les innovations, les innovations qui sont émergées dans le pays, nous avons la cartographie digitale des sols qui est faite par Calro et nous travaillons sur ça ensemble dans tous les 45 comtés agricoles et cela implique l'utilisation des machines pour l'analyse des sols. Il y a aussi la détection des besoins des nutriments dans les sols. Nous avons aussi le suivi par l'éthique où on se sert des outils technologiques et la plateforme USSD de KENAF pour recevoir les services d'appui agricole à temps réel et les questions, les conseils sur la gestion des sols. Nous avons aussi l'échantillonnage des agripreneurs pour le dernier kilomètre où nous essayons de faire le suivi des agriculteurs que nous formons et comme ça le processus sera moins coûteux. Donc maintenant, les perspectives à venir et l'appel à l'action. Quand la sécurité foncière est assurée, nos agriculteurs vont pouvoir investir dans la santé des sols à long terme. Et nous avons initié, introduit les liens au marché où les agriculteurs vendent directement dans les marchés et les fermiers qui font la production organique des produits agricoles, ils peuvent vendre directement au niveau du marché dans des magasins de spécialité où la qualité est priorisée contre le volume. Et nous avons dit que nous avons l'intention de transformer toutes les fermes pour participer dans la réduction du carbone, pour améliorer les sols et pour pouvoir gérer les eaux et la séquestration de carbone. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Applaudissements, applaudissements, même si ce sont des applaudissements virtuels pour apprécier la contribution de M. Mugabe. Vous avez évoqué plusieurs points et moi-même, parce que je suis scientifique, j'ai été ravi d'entendre que les organisations paysannes se focalisent sur la collecte des échantillons de sol, on les analyse en utilisant des technologies modernes et vous pouvez venir au laboratoire de RICRAF où nous sommes les pionniers dans ces analyses parce qu'il faut collecter les preuves au niveau des fermiers, au niveau des fermes et aussi montrer des innovations récentes et faire des tests exacts. Donc je suis ravi et je remercie KENAF pour tout le travail que vous faites et nous attendons à participer cette année à votre réunion annuelle. Donc, merci beaucoup pour cette présentation excellente. Maintenant, nous aurons deux autres présentations. Le premier, on va rester en Afrique de l'Est, en Tanzanie, et l'autre, nous allons vers l'Afrique de l'Ouest, au Tchad. Donc, on va commencer
avec la première présentation par M. Anest Goumbi, qui est agronome et gestionnaire de projet au niveau de l'organisation de développement agricole. Monsieur Ngumbi, il a il a plus de 13 ans d'expérience dans la coordination des pratiques agricoles et des projets dans ce domaine et il se focalise sur la résilience durable, la santé des sols et l'appui aux petits exploitants agricoles. Donc, merci beaucoup, Anest, et je vous donne 10 minutes, 10 minutes dakika kumi en Swahili pour la présentation. Merci. Merci bien. Et je suis très ravi de faire partie de ce webinaire, cette réunion. Donc, je vais partager avec vous notre expérience comme organisation paysanne, ce que nous faisons avec les agriculteurs pour régénérer la santé des sols et comme ça ils peuvent améliorer la productivité. Et donc, ma présentation, je vais commencer par l'introduction. Je vais vous présenter le contexte. Je vais vous parler aussi de notre organisation qui est de le développement agricole, qui est une organisation basée sur l'adhésion avec à peu près 16 000 membres qui sont des agriculteurs qui ont affaire à des cultures différentes, comme vous voyez sur l'écran, et l'organisation a une vision et une mission. Donc, pour arriver à cette vision et à cette mission, nous, on est en train de mettre en place des différents projets et nous aimerions atteindre l'objectif. Donc, l'un des projets que nous avons, c'est le projet forêt, c'est-à-dire établir la résilience avec les arbres. Et le projet a beaucoup de choses à réaliser pour améliorer la vie des agriculteurs. Et une fois que nous avons fait ça en Tanzanie avec des organisations paysannes comme NADO et les autres partenaires comme les instituts de recherche, l'université agricole Sokoine qui fait la recherche, les différentes recherches pour arriver aux innovations différentes sur base des résultats de leur recherche. Nous avons aussi FFD, donc Food and Forest Development, qui leur rôle principal, c'est de donner un service technique à NADO. Donc le projet a été implémenté dans la région Djombe. Donc nous avons, grâce à ce projet, diapositive suivante, grâce à ce projet, nous avons pu établir, euh, développer des outils pour le renforcement de résilience et faire les analyses des sols afin d'identifier les différents défis qui affectent le statut des sols. Tout d'abord, il y a la composition des sols, le niveau d'acidité élevé, l'érosion des sols, la réduction des nutriments, la perte des matières organiques des sols et l'utilisation des intrants inorganiques. Tous ces défis contribuent à une productivité réduite du produit. Donc, comme une organisation et en collaboration avec les agriculteurs et les autres parties prenantes, nous avons pu identifier des stratégies, des plans d'action pour voir comment gérer et restaurer la santé des sols de façon durable. Donc voilà ici l'atelier que nous avons mené et nous avons identifié des défis. Diapositive suivant. Donc le plan d'action
stratégique qui a été développée de façon participative et avec l'inclusion. Nous aimerions faire les principes de l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, la préparation et l'utilisation des gestion des sols et le mélange des cultures. Donc, on va faire ceci selon les zones agroécologiques. Donc, nous avons dans notre région, donc c'est la zone. Alors, pour l'agriculture de conservation, notre focalisation est sur trois principes, et c'est-à-dire le travail minimal de la terre, la retention de résidus et aussi le paillage ainsi que la rotation. Et cela améliore la structure du sol et lutte contre la dégradation. Cela aussi renforce la matière organique au niveau du sol et la fertilité. Ça, c'est après la décomposition. Et cela renforce la matière. Et cela aussi renforce la structure du sol. Cela appuie aussi la biodiversité, et c'est-à-dire le système du sol. Pour l'agroforesterie, nous avons certains, certains arbres que nous intégrons les, avec les cultures. Nous avons Cléricidia, Lucéana, Sesbania et Acacia. Alors, tous ces arbres aident avec l'azote, la fixation d'azote. Ça nous aide aussi à améliorer la matière organique du sol. Ça renforce aussi la biodiversité et aussi les organismes bénéfiques du sol. L'autre pratique que nous faisons avec les agriculteurs, c'est la préparation et l'utilisation des matières d'amender le sol. Nous avons beaucoup d'amendements, des matières que nous pouvons utiliser comme le biochar, le fumure animal, la compostage, bokashi et les cendres. Ce sont des matières qui améliorent la, la matière organique du sol et aussi renforce les nutriments disponibles. Ça, c'est au niveau macro et micro, les micronutriments et macronutriments. Par exemple, le, le compostage et aussi la cendre a toujours quelques éléments qui équilibrent le pH du sol, et aussi ça aide la retention de l'eau et des nutriments et aussi renforce la structure du sol. Ça renforce aussi l'activité microbienne du sol. Avec les agriculteurs, nous les formons par rapport à la façon de faire les bons composts et comment les utiliser dans leur champ. Et l'autre pratique, c'est la culture intercalage, et c'est-à-dire les cultures intercalaires. Ça, c'est, oui, et on utilise aussi les cultures de couverture. En Tanzanie, on utilise le maïs, les haricots, le soja, euh, et toutes les autres euh, qui, qui aident à fixer l'azote et aussi aide à renforcer la fertilité du sol et prévenir l'érosion du sol. Et ça fait partie de l'amélioration de la structure du sol et la fertilité. Et c'est comme ça que nous utilisons ces interventions. Alors, alors ces pratiques
Nous utilisons certaines approches pratiques pour mettre à l'échelle. Et l'une des approches que nous utilisons, c'est par rapport aux sites d'expérimentation et les champs écoles. Et les sites d'expérimentation, on, on contrôle, on a le site de contrôle, le champ de contrôle, et comme ça, les agriculteurs dans ce site, on a des traitements différents. Alors, les agriculteurs viennent apprendre la différence entre le champ de contrôle et aussi le champ d'expérimentation pour qu'ils puissent comparer. Je ne l'entends plus. Alors, quelle pratique et performe bon? Il y a aussi l'approche PPP et collaboration. Ici, nous travaillons avec les agents de vulgarisation du gouvernement local où le projet avait des problèmes. Je ne l'entends pas, malheureusement. Alors, ces personnes forment les agriculteurs, rappellent les agriculteurs d'utiliser ces pratiques. Et nous utilisons également les instituts de recherche en Tanzanie. Nous avons l'Institut de recherche de la Tanzanie qui existe dans des zones différentes. Et nous avons l'Université Sokoine, c'est l'Université de l'agriculture. Et comme ça, nous utilisons ces institutions de recherche, ces institutions locales et qui facilite vraiment le travail avec les agriculteurs. L'autre pratique, l'autre chose, c'est l'approche de mise à l'échelle. Nous avons l'apprentissage par les pairs. Ici, les agriculteurs peuvent faire organiser des visites d'échange entre les agriculteurs pour apprendre les uns des autres. Et nous avons aussi les organisations paysannes qui visitent les autres. Comme je vous ai dit, au niveau de NADO, nous travaillons avec euh, des organisations paysannes différentes. Alors, NADO visitait par exemple Pelam, Tanzania, pour apprendre beaucoup des principes agroécologiques qui améliorent le sol. Et il y a aussi un SAF. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre et partager les uns des autres. Il y a aussi l'engagement des agriculteurs. Ici, on mobilise des agriculteurs en groupe et organiser aussi les journées agricoles. En Tanzanie, nous avons des journées spéciales pour les agriculteurs. Alors, les agriculteurs qui viennent des régions différentes se rencontrent pour partager leurs expériences par rapport à l'amélioration de leur sol. Et comme je vous ai dit, nous avons des sites d'expérimentation. Alors, les agriculteurs eux-mêmes euh, euh, observent, observent les sites. Alors, nous n'avons plus, je crois que c'est le dernier diapositive. Alors ici, c'est juste un système de suivi que nous utilisons. Nous utilisons un système avec la participation des agriculteurs et ensemble, nous observons l'évolution et surtout l'impact de l'innovation que nous avons mise en œuvre. Et comme ça, nous conseillons les agriculteurs et nous organisons des visites d'apprentissage, d'échanges en collaboration avec des parties prenantes et aussi nous faisons le suivi de la santé du sol, les rendements et les pratiques. Alors, le diapositive suivant. Alors, pour conclure,
et continuer avec l'engagement de l'agriculteur et l'implication de l'agriculteur va assurer la durabilité et la résilience. Alors, nous avons eu cette expérience avec un projet d'innovation Fori pour dire qu'intégrer la connaissance traditionnelle aide la durabilité, aide à renforcer la durabilité de la pratique que nous proposons aux agriculteurs. Il y a aussi la restauration du sol, la restauration durable et aussi il y a renforcement de la capacité, le partage de compétences en utilisant des approches participatives et aussi accès aux ressources et à l'appui. Alors, un jeune ne peut pas résoudre leurs problèmes seuls, mais en collaboration avec d'autres, on pourrait apprendre les uns des autres. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'aime beaucoup votre dernière diapositive. Le sol en santé, l'avenir en santé. Alors, on voulait voir à Djombe ce qu'on a fait parce que c'est vraiment une belle région et soyez la bienvenue en Tanzanie. Alors, applaudissez, applaudissez Tizo, Ernest, et vous verrez déjà qu'on vous applaudit. Alors, nous avons des défis au niveau du pays par rapport à la compassion, l'érosion, avec les solutions comme la culture intercalaire, ainsi de suite. Et je vois que nous avons quelques questions déjà. Nous avons une question à Edouard, l'autre. Et comme ça, après l'intervenant, on va marquer une pause et puis comme ça, on va commencer à répondre à ces questions. Alors, continuez à mettre les questions sur la boîte de discussion et c'est maintenant utiliser l'interprétation. Moi, je suis anglophone parce que l'intervenant qui va venir vient du Tchad et va intervenir en français. Alors, je ne suis pas vraiment bon en français, mais je suis vraiment ravie de souhaiter la bienvenue à notre intervenant. Elle est la fondatrice de Agrotech Scoops et je suis vraiment très excitée d'apprendre cela parce que lorsque j'ai lisé votre biographie, c'était vraiment, j'étais impressionnée parce que vous avez plus de 15 années de l'expérience au niveau national, au niveau international. Et elle travaille en partenariat avec les plateformes régionales, les organisations paysannes de l'Afrique centrale et aussi l'organisation panafricaine. Et ces expériences, c'est comme ça qu'elle a mis sur place une coopérative agrotech pour les femmes et les producteurs pour appuyer le développement durable au Tchad grâce à l'agriculture organique. Et là, soyez la bienvenue. Je suis vraiment excitée et j'attends vraiment votre présentation. Et vous avez 10 minutes. Merci. Merci bien, Anne, et merci pour les compliments. C'est un plaisir de partager le webinaire avec vous. Ok, je commence directement. Je m'appelle Elan Zabo, je suis la présidente fondatrice de Agrotech. Donc, Agrotech, c'est une coopérative fêtière des femmes qui est créée depuis 2017 et dans le but de faciliter d'abord le quotidien de la population à la consommation des produits locaux et de rendre les femmes et les femelles économiquement autonomes et puis pour le développement durable. Et l'objectif aussi de la coopérative est de promouvoir le développement socio-économique des jeunes femmes et des femelles à travers l'égalité, le genre, en offrant aussi la matière à travers des formations, des programmes afin de parvenir à une autonomisation dans des différents domaines. La mission, c'est de contribuer d'abord, la vision plutôt autant pour moi,
Ok, je m'excuse. Ok. Les missions et les valeurs de la coopérative, donc, c'est d'avoir des femmes qui aiment l'agriculture, d'avoir les femmes, des jeunes qui se donnent pour l'agroalimentaire et la consommation locale et à des personnes qui sont vraiment intéressées pour ces actions. Donc, nous avons nos valeurs qui sont là, nous avons aussi nos actions, donc c'est de promouvoir l'égalité, de promouvoir aussi la solidarité, la valorisation, aussi les luttes contre les violences, aussi il y a aussi l'innovation entrepreneuriale. Oui, les AGE et bien d'autres. Slash suivante. Oui. L'objectif maintenant de la coopérative, de faire la consommation locale des produits agricoles bio, d'accompagner aussi les femmes vulnérables dans leur mission, de proposer aussi des services innovants comme les livraisons. Nous faisons aussi la lutte contre les violences qui est tout le temps aussi au sujet. Nos actions phares maintenant qui est le maraîchage, nous faisons la transformation agroalimentaire, faisons aussi des appuis aux activités des revenus, faisons des formations, des leadership, la sensibilisation à la nutrition et à l'environnement. La suivante, oui. Aussi, Agrotech a eu à faire des innovations pour la régénération et la santé des sols. Nous développons aussi l'agroécologie adaptée au contexte local. Dans ce contexte local, nous faisons des formations sur les biofertilisants, sur les biodigesteurs qui pourront nourrir le sol pour le rendement de la production sur le plan local. Nous faisons aussi la réduction aussi des pertes en eau par la gestion durable. Donc, nous avons mis en disponibilité des forages immergés. Nous faisons aussi la désertification des cultures pour sécuriser la production. Genre, c'est la rotation des cultures. Il y a les cultures de contre-saison, il y a les cultures de pleine saison. Donc, nous le mettons en pratique. Nous faisons aussi les renforcements des semences adaptées au changement climatique. Donc, vu le changement climatique qui est mondial, donc, nous faisons de notre mieux pour pouvoir faire le renforcement des semences adaptées au changement climatique par des variétés. Donc, vous pouvez voir les images là. Là, c'est la fertilité du sol par les matières organiques. Donc là, c'est la formation de compostage pour la fertilisation du sol. Là, nous utilisons souvent des fumiers et composter ici les déchets pour pouvoir associer avec des légumineuses et puis des différentes céréales selon la disponibilité locale. Nous faisons aussi des rotations culturelles qui est les céréales, les légumineuses et bien d'autres spéculations. Il y a aussi les engrais verts quand on utilise, il y a souvent, mais ça dans des périodes un peu courtes et avant la culture même principale. Nous faisons aussi la réduction du labour. Donc, c'est dans les conditions qui sont un peu pertinentes. Nous gardons aussi la couverture du sol, limiter aussi l'érosion. Donc, cette image, c'est les femmes, on est en pleine formation pour apprendre aux femmes comment faire cette fertilité de sol par les matières organiques locales, bien sûr. Slide suivante, oui. Ici aussi, c'est l'image ici montre l'innovation grâce à la collaboration avec les partenaires que nous avons fait et par rapport aux biofertilisants, les biofertilisants liquides et solides. Donc, ça aussi, on a voulu mettre en pratique au sein de la coopérative pour permettre à ces producteurs, des différentes productions de la zone de Lyon qui sont aussi dans nos champs d'action parce que nous exerçons trop dans le Chari-Baguemi, précisément ici au Tchad. Et Agrotech, à travers ses partenaires aussi, on a introduit cette méthode de production de biofertilisants liquides basée sur l'utilisation de micro-organismes bénéfiques
donc qui représente une alternative durable sur l'écologique et à faible coût par rapport aux engrais chimiques. Slide suivante. L'objectif de cette formation pour nos membres et pour les producteurs, c'est de les amener à comprendre les théories et la fermentation de la régénération des sols et de comprendre aussi les principes de base de la fertilité des sols et le rôle des micro-organismes, de maîtriser aussi le protocole d'installation d'un biodigesteur à petite échelle pour la production de biofertilisants liquides et des inoculats nécessaires pour la production. Donc, cette matière est microbienne, aérobienne et anaérobique à partir des ressources locales et en suivant les méthodes que nos partenaires nous ont transmises et qu'on essaie de mettre en pratique dans nos groupements, dans nos associations fêtières. Slide suivante. Là, vous allez voir nos réalisations avec les femmes et avec des matériels pour la production de contre-saison, le maraîchage. Oui, là aussi, les femmes sont sur le site de la production, dont nous réalisons aussi beaucoup des appuis aussi avec ces femmes, ne serait-ce que de les amener à comprendre comment faire cette production avec des moyens qu'on a pour pouvoir nourrir la population, nourrir la communauté. Voilà, c'est les femmes qui sont au champ. Ici, nous sommes sur le site de maraîchage qui est ici à Bakara. Là, c'est les femmes qui essayent de vendre maintenant, c'est-à-dire du champ au marché. Elles vendent les légumes produits parce qu'on a créé une synergie entre les femmes qui produisent, celles qui vendent aussi pour pouvoir avoir une chaîne un peu fiable pour la consommation bio. Slide suivante. La suivante, oui, là aussi, c'est quelques de nos produits que nous faisons parce que là, vous voyez l'image là, c'est la tomate qu'on a produit nous-mêmes. Il y a aussi du gombo et là, c'est la boutique de différents de nos produits transformés localement. On essaie de les vendre aussi dans nos locaux ici dans la capitale. Là, c'est la formation de la production des différentes spéculations des groupements dans les zones. Slide suivante. Je pense que je suis vers la fin de ma présentation. Merci beaucoup et j'attends de vous les questions et voilà, les discussions. Merci bien. Merci pour votre aimable écoute. Et là, c'était vraiment intéressante. Et regardez vraiment, et félicitations. Vous tous, nous tous, nous vous félicitons et surtout les belles photos que vous avez partagées avec nous, les femmes qui travaillent pour régénérer les sols. Je sens vraiment ce que vous faites. Et je propose que maintenant nous prenions des questions. Si elle a, Edouard, aimable, et Gumbi. Et oui, si vous êtes là, et comme ça, vous allez répondre aux questions. Alors, oui, oui, et comme ça, on pourrait poser des questions. Et il y a certaines questions déjà posées sur la boîte de discussion. Et je vois aussi certains mains levées. Khalil a posé beaucoup de questions. J'encourage nos intervenants de répondre à ces questions sur chat. J'ai aussi vu qu'on pourrait prendre une question par rapport à la mise à l'échelle de ces interventions que vous faites. Et je crois qu'il y a deux personnes qui ont levé la main. Peut-être vous allez m'aider, activer les micros de ces deux personnes. Et puis, il y a une question à Kenaf.
Alors, Kenaf, si vous pouvez répondre à cette question, ce serait vraiment intéressant. Alors, comment Kenaf a cartographié les sols, les agriculteurs, etc. Alors, vous allez... Bien, dans la journée qui va, soit de son agricole. Euh, donc nous espérons que nous allons faire des réalisations positives. Merci beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'intérêt dans le travail que vous faites et rapport entre les organisations paysannes et la recherche. Je vois qu'il y a deux mains levées à vos audiences, si Estelle. Mais j'aimerais aussi la question de Mamadou. Elle a écrit ça en français, mais j'ai pu traduire la question. Donc, quel est le rôle de la jeunesse dans la régénération des sols? Donc, Ella, est-ce que vous pouvez répondre à la question, le rôle des jeunes dans la régénération des sols? Et là, vous avez la parole. Ok, merci bien. Je parle ici par rapport à la régénération du sol parce que nous sommes confrontés à un changement climatique qui est un peu sensible ces derniers temps. Dans la jeunesse devait se mettre au travail, la jeunesse devait être dans l'innovation pour pouvoir faire face à ces défis qui est général dans le monde, qui attaque les producteurs, qui attaque, c'est-à-dire tous les rendements, ce qui est dans la valorisation et la régénération pour le sol. Donc, c'est la jeunesse qui... Oui, vous m'entendez? Ok. Donc, Oui, on vous entend. j'aimerais dire, oui, comme la personne a demandé quelle est l'importance de la jeunesse dans cette lutte, donc moi je me dis c'est la jeunesse qui doit prendre la relève pour le futur. Donc la jeunesse devait innover, la jeunesse devait affronter ces défis-là et puis réfléchir comment faire pour pallier à cette difficulté que le monde est en train de pouvoir chercher cette solution. Alors, je pense que la place de la jeunesse est primordiale dans cette lutte. Excellente. Je suis tout à fait d'accord. C'est que la jeunesse, c'est le futur. Et merci beaucoup, Mamadou, aussi, pour la question. Donc, on va maintenant entendre à deux voix. Jonsi, je ne sais pas si vous avez pu activer votre micro. Jonsi, nous avons quelques difficultés techniques. Alors, nous allons passer à Estella. Veuillez, veuillez activer votre micro et vous avez la permission d'activer votre micro et poser votre question.
Je vois aussi une question par Joséphine. Joséphine, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour poser la question? Oui, excellent. Joséphine, veuillez poser votre question. Merci. Bonjour à tous. J'ai été très intéressé par les présentations et j'aimerais poser une question à Gritech. C'est quoi pour vous les semences qui sont adaptées au changement climatique? Est-ce que vous pouvez parler de ces semences, qui produisent ces semences et comment vous faites, comment c'est utilisé par les paysans, par les agriculteurs? C'est excellent, excellent. Et là, vous avez une autre question pour vous. Les semences qui ont la résilience climat et adaptées au changement climatique et leur disponibilité. Et là, vous veuillez prendre la parole. Oui, ok, merci. Concernant les semences, nous avons plusieurs fois les variétés de semences qui sont adaptées euh, au, au rendement qui est d'abord contre-saison et puis il y a aussi les semences à pleine saison. Donc, je pense qu'il va falloir voir selon les semences, il y a les semences qui sont adaptées aux certains climats qui donnent de bons rendements. Et pour cela, moi, je profite pour dire à nos participants qu'il y a plusieurs variétés de semences ces derniers temps-ci qui est adaptée. Il y a les semences aussi précoces qui peut aussi pallier à ce souci. Parce que quand on prend les semences à long terme, c'est que si parfois on n'arrive pas à maturité et puis on n'a pas un rendement qui est voulu. Donc, si c'est des semences précoces, on a vite le rendement et puis on a vite aussi de temps pour pouvoir refaire autre production qui pourront aussi pallier à cette solution. Merci. Fantastique, merci beaucoup. Et nous avons eu une dernière question pour Ernest Nkumbi de Djombe, donc l'Organisation du développement agricole. Monsieur Ernest, il y a un certain nombre de questions. Comment faire la mise à l'échelle de certaines de ces approches agroécologiques, l'agroforesterie et l'interculture? Est-ce que vous pouvez parler de certaines des opportunités que nous avons pour faire la mise à l'échelle de ces pratiques dans les grands morceaux de terre pour répondre aux questions de la sécurité alimentaire? Donc, vous avez la parole, Ernest, veuillez répondre à la question. Merci bien pour la question. Nous avons des innovations différentes pour les agriculteurs, comme j'ai mentionné dans ma présentation. Nous avons toujours des difficultés par rapport à la mise à l'échelle pour pouvoir atteindre plus de paysans. Tout d'abord, notre stratégie, c'est de nous servir des facilitateurs qu'on appelle des facilitateurs des agriculteurs. Nous choisissons des représentants des agriculteurs, on leur donne les capacités grâce aux formations des formateurs et comme ça, ils peuvent continuer à accompagner les autres agriculteurs. Deuxièmement, nous nous servons des collaborations avec les autorités du gouvernement local et lors de la mise en œuvre de ces innovations, nous invitons le gouvernement, les charges des agents de vulgarisation agricole de l'État parce que eux, ils sont dans tous les villages de le pays. Et il y a ces agents de vulgarisation agricole et ils peuvent continuer à former les agriculteurs et pour les encourager à faire l'adoption. Nous avons aussi certains de nos programmes
qui ont été développés par l'État. Ici en Tanzanie, nous avons quelques initiatives que le gouvernement préfère utiliser pour faire la mise en œuvre des capacités agricoles. Ils ont distribué la boîte à outils des sols dans chaque district. Donc, les agents du gouvernement local qui font la vulgarisation agricole les utilisent pour encourager les fermiers à prendre les échantillons de sol et d'identifier ce qu'il faut ajouter au sol. Et ils utilisent aussi pour partager ces informations avec les autres agences de développement qu'ils peuvent utiliser. Et cette boîte à outils est utilisée gratuitement par les fermiers. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire la mise à l'échelle à partir de cette innovation. Merci. Donc la formation des formateurs, le gouvernement local, et c'est ce que Mable a dit, notre collègue de la PAFON, il a mentionné, il y a l'engagement au niveau continental. Le PDDAA, le plan de développement agricole détaillé pour l'Afrique, nous avons l'opportunité de faire l'amélioration de la santé des sols. Nous avons la déclaration des sols qui recherche à restaurer 30% de tous les sols dégradés. Donc, je pense que vos poids qui viennent de la communauté locale, les formations, le gouvernement local, aux engagements continentaux pour faire la mise à l'échelle de ces solutions de la santé agricole. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main. Je vous encourage de poster vos questions au niveau de vos chat parce que nous avons un problème avec le micro. Et nous aimerions maintenant continuer au cours de la discussion. Mais avant de faire ça, j'aimerais que nous applaudissions pour Aimable et Ella et Gombi. Donc, en instant, tous les intervenants. Un applaudissement pour vous, c'était vraiment fantastique. J'espère que tout le monde a le même sentiment, que nous pouvons maintenant descendre sur les fermes, travailler les sols, créer l'amélioration des sols. Edouard nous a donné même les solutions tangibles du Kenya, du KENAF, avec le partenariat qu'ils ont avec la recherche. Vous avez vu tout ce qui a été proposé. J'aimerais vraiment vous féliciter tous. Et avec ça, nous allons maintenant passer à notre discussion de panel. Je vois qu'il y a encore plus de questions, mais on va laisser ça pour la session de questions-réponses. Pour la première, on a fini avec la première partie de notre série. Nous allons maintenant passer à nos panélistes. Et j'ai des questions très difficiles pour eux concernant la politique, ce qui est technique, les preuves. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Drem Taïng, qui est coordinateur pour la plateforme régionale des organisations paysannes de l'Afrique centrale. S'il y a quelqu'un qui a écouté, elle a un partenaire avec Propac. Donc, nous essayons de voir quel est le lien entre les deux. Et il vient aussi du Tchad. Dans son rôle, il fait la coordination des activités, y compris la mise en œuvre des projets, des programmes, les négociations, le développement des politiques publiques. Il a aussi des expériences dans l'entrepreneuriat agriculture. Mais je vais aussi ajouter quelques questions financières. Donc, Drem, soyez la bienvenue. Je suis très ravi de vous avoir dans ce panel. N'oublions pas l'Europe. On s'est focalisé sur l'Europe, mais je suis aussi très ravi. Je suis aussi basé en Nairobi, mais je suis très ravi d'inviter Bieti Samara, qui est entrepreneur agricole avec l'Alliance européenne pour l'agriculture régénérative. Elle vient je dois dire quelque chose important dans sa biographie. Elle gère une entreprise de régénération en Grèce avec un laboratoire où on fait les analyses des sols et nous ne pouvons même pas parler de l'importance de la biologie des sols. C'est que c'est parce que nous avons déjà dit que le sol, c'est la couche biologiquement active au niveau de la Terre. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez ajouter d'autres informations par rapport à ce que vous faites. Et donc,
On va aussi entendre de la politique. Vous allez nous parler de l'entrepreneuriat, la politique, mais nous avons entendu parler des défis connus par les fermiers et les organisations paysannes. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que les formulateurs de politique en Europe font pour motiver les agriculteurs, pour qu'ils puissent maintenant avoir des pratiques écologiques, agroécologiques, et qu'ils puissent maintenant rétablir la santé des sols? Merci beaucoup. Et les agriculteurs font beaucoup d'efforts. C'est une bonne chose. On voit les discussions et avec l'Alliance européenne pour l'agriculture régénérative. Et nous sommes reçus 2 fois par semaine au niveau du Parlement européen. Je pense que la plus grande chose à laquelle il faut réfléchir, c'est que parler de la politique, ce n'est pas seulement c'est divers dans les différents pays, mais c'est basé sur des principes. Est-ce que peut être un défi pour les agriculteurs parce que ce qu'il devrait y avoir un contexte par les contextes, parce que ce qui est un problème pour un agriculteur ici, ce n'est pas le même problème pour un autre agriculteur ailleurs. Et donc, quelquefois, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire, parce que nous essayons de traiter des pratiques qui viennent d'un groupe des experts. Donc, cela veut dire que c'est comme si c'est au centre un fitière sur lequel nous opérons. Donc, nous devons donner les responsabilités aux agriculteurs et puis leur donner la liberté. Parce que normalement, ils sont mieux placés. Ils ont beaucoup de connaissances. Permettre les échanges par les pairs, à la formation des formateurs. Et parce que la connaissance existe au niveau des fermes. Et la plupart du temps, ils ont même de meilleures connaissances que quelqu'un qui est dans un bureau en train de rédiger une politique. Donc, nous essayons d'avoir une influence sur ça. Donc, avec ça, l'autre des thématiques importantes au niveau mondial, minimiser les questions qui affectent la santé des sols, la couverture des sols, et répondre à l'idée que euh, les terrains que vous voyez où on n'a pas la couverture des sols, vraiment, c'est une chose qu'on aime voir. Il y a aussi la transformation dans les bureaux du décideur politique, il y a aussi l'intégration animale, si je peux dire. Et lentement, nous sortons de l'idée de la taille par hectare, parce que ce n'est pas seulement ça. Il faut aller même à la profondeur. Et nous essayons alors de résumer ça. Et la politique devrait assurer que nous utilisons autant de la consommation des photosynthèse. Si nous pouvons réaliser ça, que les sols sont protégés et les pratiques dont on parle sont mises en œuvre, ça va être facile pour les décideurs de politique. Donc, connecter les politiques que nous voulons réaliser. Et lorsque qui m'a donné le montant, parler du profil des sols. Donc, on parle aussi des sols au-dessus, mais il y a aussi les racines, voir comment est-ce que nous pouvons aller à 1,5 m. J'ai essayé de visualiser ça lorsque vous parliez de la couverture des sols. Donc, c'est très important. Et maintenant, nous allons en Afrique. Vous allez nous dire. En fait, nous sommes en Afrique. Et c'est vraiment très intéressant ici sur le continent avec des politiques agricoles très intéressantes. Donc, là que nous avons vu, qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec ces politiques au niveau de l'Afrique pour assurer que nous avons un impact au niveau du terrain? Donc, j'aime, vous avez la parole pour nous parler de votre expérience. Ok, merci beaucoup Anne. Merci pour les questions. Félicitations également au président, présentateur pour toutes les informations riches qu'ils ont partagées avec nous. Et en ce qui concerne la, la politique en Afrique sur la gestion des sols, je crois qu'Aimable l'a relevé déjà dans son discours d'ouverture. Il a rappelé le PDDA qui a prévu d'assurer la résilience des systèmes agroalimentaires
africain par la promotion de la gestion durable des sols. Et cette politique est aussi répercutée dans les différents pays à travers les programmes nationaux d'investissement agricole qui prennent en compte la gestion des ressources naturelles et particulièrement la gestion des sols. Et pour cela, l'accent est mis beaucoup plus aujourd'hui sur une gestion des questions d'acidité, d'érosion, la gestion aussi de la fertilisation et puis de la microbiologie du sol. C'est de manière générale ce qui est promu par les différentes politiques publiques en vigueur. Maintenant, dans la pratique, c'est beaucoup plus les agriculteurs qui le font. Ils le font aussi avec les moyens de bord qui, bien sûr, ne suivent pas, mais ils le font tant bien que mal, comme les présentations que nous avons vues un peu plus haut avec Ella au Tchad qui présentait comment elle fait avec les femmes avec différents pratiques. Ce n'est pas une seule pratique qui est en vigueur. Ce n'est pas seulement un seul produit, mais c'est plusieurs choses. Il y a du compostage, il y a de l'engrais bio, il y a des rotations des cultures, tout ça. Donc, c'est plusieurs choses qui sont faites à la fois pour pouvoir participer à la gestion de la fertilité et à la régénération des sols de manière générale. Et la PROPAC, en tant qu'organisation euh, paysanne régionale, accompagne ses différents membres dans les différents pays d'Afrique centrale à pouvoir améliorer cette gestion des sols-là. Et pour cela, nous avons fait le choix de faire la promotion de l'agroécologie. Ouais. Bien, merci beaucoup, hein. Je pense que cela va avec ce que Beati a dit. Et j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Assurer que ces politiques sont liées à ce que vous avez dit, la photosynthèse, ce qui se fait au niveau de la terre. Ça, c'est très important. J'aimerais maintenant passer à la question sur les prouves. J'avais fait allusion sur ça parce que j'avais dit que je suis experte dans la gestion des sols et nous avons les politiques dans 46 pays. Et donc, nous collectons des données systématiques sur la qualité, la santé des sols, la végétation, etc. Donc, nous avons beaucoup de données. Mais maintenant, j'aimerais vous poser la première question qui est liée à la politique. Quelles sont vos propositions, suggestions pour assurer que ces données, ces preuves pourraient arriver au niveau des décisions de politique pour avoir une influence sur les politiques? Et deuxièmement, on va parler du financement parce que vous êtes tous les deux des entrepreneurs. Mais la question, c'est comment est-ce que nous pouvons nous servir de ces données qui existent pour contribuer à la formulation des politiques. Et je sais que la question n'est pas facile, hein, mais vous pouvez nous dire ce que vous pensez. Bien sûr, ce n'est pas une question facile, mais c'est une très bonne question. Parce que vous avez dit que moi, je suis spécialiste des mathématiques. J'aime les données. Mon mari, il est très bon en données, donc ça marche très bien avec ce que je fais. Il y a deux choses ici. Premièrement, c'est aligné à ce que nous avons dit avant et ce dont on a besoin au niveau de la ferme. C'est ce qui est pratique. On peut avoir de très bonnes recherches sur les données, sur les sols, beaucoup de matrices qu'on peut mesurer, qui sont sensibles et tout ça. Cependant, si vous ajoutez ça comme un fardeau aux agriculteurs, aux paysans, et vous avez fait les tests, les mesures des sols, et ça c'est vraiment un défi, hein, déjà. Et c'est vraiment avec un fardeau financier qu'on laisse au niveau du paysan. Donc, ce qui est important, c'est de trouver quelque chose qui est pratique, que les fermiers pourraient faire et avec lequel ils peuvent travailler. Donc, avec nous, on a fait un rapport de comparaison des modèles qui existent pour voir ce qui on est en train de mesurer. Est-ce que c'est faisable pour les agriculteurs? C'est la première étape. Et puis la deuxième étape, hein, vous devez faire que cela puisse être utile pour les décideurs de politique. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer? Et donc aussi, c'est pour voir hein, la quantité d'efforts que nous investissons. Où est-ce que nous pouvons maintenant profiter de ces données? Et ce que nous avons vu, c'est que il ne faut pas se focaliser sur la santé des sols. Mais je crois que je fais le plaidoyer de tous. Et
c'est un concept étrange pour quelqu'un qui n'a pas un contact direct avec les sols. Donc, ça serait plus utile, hein, de dire comment est-ce que nous pouvons accroître notre résilience et la sécurité alimentaire sur les mesures du sol. Bien que ce que nous pouvons observer avec la qualité des sols. Et nous avons publié un document sur la gestion des risques, hein, parce que je ne sais pas si vous avez entendu cela en Afrique, on avait un gros sujet, on a un sujet à la une en Afrique, donc comme l'érosion des sols. Et nous avons donné des chiffres, hein, et à partir d'une étude de cas, on a démontré que autour des fermes de régénération, on peut faire l'absorption de l'eau supplémentaire et on n'aura pas ces événements extrêmes comme les inondations. Et si on peut parler le langage des décideurs de politique ou des politiciens pour traduire ces chiffres que nous avons, après avoir mesuré le sol, présenter ça aux décideurs de politique et aussi pour les agriculteurs, leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme contribution. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes en train de mesurer beaucoup de choses au niveau de la ferme et les données n'appartiennent pas aux agriculteurs. Donc nous devons aussi sortir de ce modèle d'extraction et c'est très important d'assurer que les agriculteurs peuvent s'approprier de ces données, pas pour manipuler, hein, mais pour bénéficier de ces sols. Je m'excuse, j'ai donné une longue réponse. C'est bien ça. Vous avez dit que traduire la santé des sols de façon à ce que les agriculteurs puissent maintenant en profiter. J'aimerais entendre ce que les agriculteurs pensent de ça, hein. Lorsque vous parlez de la souveraineté alimentaire, etc. Et bien sûr, nous devons dire chaque fois qu'il y a la question de la gouvernance de données et à qui appartiennent ces données. Donc, déjà maintenant, vous posez cette question difficile. Je vous donne le temps pour réfléchir. Quel est le rôle de ces données et ces preuves pour avoir une influence sur la politique et la prise de décision? En général, les données sont importantes pour une influence sur la prise de politique parce que ça permet de, de soutenir les propositions qu'on apporte lorsqu'on entre en négociation avec les décideurs ou lorsqu'on est en plaidoyer. Ça nous permet en tout cas, de montrer une certaine évidence pour leur dire que voilà les conséquences qu'on a eues, par exemple, suite à l'utilisation ou une mauvaise gestion des sols. Et puis, ça peut impacter, par exemple, le rendement. Les politiques sont souvent très attentifs à des questions de rendement parce qu'ils savent que si le rendement n'est pas bon, ça peut se transformer en famine. Et la famine, c'est une question sociale souvent difficile à gérer. Ça peut créer des émeutes, tout ça. Et donc, c'est à ça que les données servent. Quand nous les avons, ça nous soutient dans notre plaidoyer auprès des décideurs. Ça permet vraiment d'influencer, d'orienter la décision en faveur des, des producteurs. C'est un peu ça. Oui, ça c'est fantastique, vraiment. Le lecteur, il a traduit la réponse. Donc, c'est que ça facilite notre travail de plaidoyer. Et j'aime bien ça, hein. C'est ce que vous avez dit. Et je vais revenir vers vous et on va préparer un brief, hein, sur ça parce que nous travaillons actuellement sur démystifier les données sur les sols par la jeunesse. Et je pense que ça, c'est très important. C'est un aspect très direct. Donc, on va voir comment les données peuvent appuyer la décision et la politique. Donc, vous avez un élément d'entrepreneuriat. Donc, James, je vais commencer par vous. Quelles idées est-ce que vous avez pour maintenant donner des motivations financières aux agriculteurs pour investir dans la santé des sols? Peut-être vous pouvez aussi lier ça aux données et aux preuves. C'est pas une question facile de aimer, mais je sais que beaucoup du travail que vous faites est autour de ça. Comment est-ce que nous pouvons maintenant amener les moyens financiers aux agriculteurs qui font des investissements dans les sols? Est-ce que vous avez des expériences, des idées que vous aimeriez partager avec nous? Vous avez la parole. OK, merci. Pour lier la question de la régénération des sols avec les données et l'entrepreneuriat, on va mettre ça sur le point
de la rentabilité sur le long terme. Pour parler du long terme, donc parler donc de la durabilité, en ce sens que pendant longtemps, euh, les producteurs, avec l'aide du gouvernement, nous avons fait la promotion, n'est-ce pas, des engrais chimiques, des fertilisants aussi chimiques. Bon, à un certain moment, bien sûr, ça a permis de booster la production et augmenter aussi les revenus des producteurs. Mais par la suite, ça a commencé à chuter parce que les sols se sont dégradés, ils ont perdu leur fertilité et du coup, le rendement n'était plus sain. Et il y avait aussi des périodes de jachère qui permettaient au sol de se régénérer, mais avec l'augmentation de la population et les questions de pâturage, tout ça, il n'était plus possible aussi de mettre beaucoup de temps pour la jachère. Du coup, il fallait trouver d'autres moyens pour pouvoir régénérer les sols en dehors de la jachère. C'est pour ça que, comme je le disais dans ma précédente présentation, nous avons fait la promotion de l'agroécologie. Ici, il est question de pouvoir donner au sol sa capacité de donner à l'agriculture ce qu'il attend, à l'agriculteur ce qu'il attend en termes de rendement, de produits, en termes de quantité, de qualité aussi, pour lui permettre d'avoir cette quantité-là sur une longue durée, au lieu d'une courte durée où il y a une dégradation des sols. Mais là, il a son sol en permanence et ça permet d'augmenter sa production, son rendement, d'augmenter aussi ses revenus. Mais au-delà des questions des revenus, il y a aussi d'autres questions qui ont aussi un aspect économique, c'est la question de la santé. Parce que l'utilisation des engrais et des pesticides chimiques ont un impact sur la santé du producteur. Donc, l'argent qu'il gagne, il est obligé de le réinvestir dans sa propre santé. Ça, c'est à son niveau, à lui. Maintenant, de manière globale aussi, en termes de santé publique, il y a une influence sur toute la population parce que ces aliments qui sont sortis de tous ces produits impactent aussi la santé de la population et ça amène aussi un investissement et de la population et de l'État dans la santé. Et ça, c'est un coût qu'on pouvait éviter avec une régénération naturelle des sols. Donc, du point de vue économique, c'est tous ces aspects-là que nous essayons de prendre en compte et de construire un argumentaire autour de ça pour parler en même temps auprès des gouvernements pour leur expliquer la nécessité d'un choix de régénération durable et aussi auprès des producteurs pour leur dire le gain qu'ils peuvent avoir en travaillant plutôt sur la santé des sols de manière naturelle avec l'ajout des produits chimiques. Donc, du point de vue économique, ce sont ces aspects-là. C'est vraiment automatiquement ce que ça rapporte aux producteurs sur une longue période, mais aussi l'impact que ça va avoir sur lui en termes de santé, le gain qu'il peut avoir en termes d'investissement dans sa santé aussi, mais aussi la santé de la population de manière générale. Eh bien, vous avez venu avec beaucoup de nouvelles idées. On peut avoir même un autre webinaire. Vous avez dit que ce sont les produits, l'aliment qui nous donne les êtres humains en bonne santé, etc., etc. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Parce que la santé des sols a connu un déclin et nous avons beaucoup d'attentes de ces sols. Et c'est très difficile pour les sols dégradés de nous donner tout ce que nous voulons, la biodiversité, les nutriments, les carbones, etc. Donc, vraiment, clairement, vous avez vraiment votre main sur le sol parce que vous parlez très clairement par rapport à ce que nous devons faire et nous devrons apprécier cette perspective. Et nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Mais on va parler aussi des questions de financement. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que les ressources financières arrivent au niveau des fermiers pour améliorer la qualité des sols? On a absolument besoin de ça parce que c'est vraiment un travail excellent que les fermiers sont en train de faire. Et pour moi, personnellement, nous avons besoin des différents niveaux. Et c'est
Alors, si tout le monde pourrait, l'agriculteur aura toujours une agriculture rentable. Alors, il y a beaucoup à faire, à dire la nutrition, la santé, les services, les aspects socio-économiques. Alors, tout cela aujourd'hui est ignoré, y compris et dans le secteur financier, parce que l'industrie financière fait du profit au niveau de l'agriculture, alors que les agriculteurs ont des problèmes même de payer leurs créances, leurs crédits. Alors, il y a cet inéquilibre qui existe, bien sûr. Alors, les deux choses là où nous nous focalisons, c'est ce que nous faisons au niveau local pour nos champs, c'est répéter ce que Ramza. Il ne faut pas se focaliser sur la façon de gagner beaucoup, mais montrer comment ça marche et aussi montrer ce que vous pouvez gagner sans engrais chimiques, éviter les chimiques pour les pestes, les nuisibles. Et même si on pourrait améliorer le revenu, on pourrait aussi améliorer le côté des résultats et aussi les coûts. Alors, c'est ça vraiment le moteur pour les agriculteurs. Et heureusement, il y a une communauté des consommateurs qui sont là pour payer les produits nutritifs et aussi qui viennent des champs écologiques ou régénératifs. Alors, ce qui doit se faire, c'est comment ça marche. En tant qu'organisation paysanne, nous travaillons avec les banques, les assurances, avec les secteurs différents, les chaînes d'approvisionnement pour s'assurer que leurs affaires restent et se focalise sur le sol et paye les agriculteurs et parce qu'à la fin, ça va compter. Oui, beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Ça montre ce qui marche et ce qui marche pour qui. Et ce sont les poids d'entrée pour la collaboration entre la recherche et les organisations paysannes, les agriculteurs. Alors maintenant, je donne la parole à qui le vaut. Patience a levé la main. Mais on a déjà quelques questions sur Alors, Aimable, est-ce que vous êtes là, Aimable de la PAFO? Parce que si il y a une organisation qui pourrait répondre à cette question, c'est toujours la PAFO, et qui est la voix de plus de 80 millions d'agriculteurs en 80 organisations paysannes ou coopératives nationales. Et c'est pourquoi on a libéré votre intervention. Vous allez parler de la question de mise à l'échelle, c'est-à-dire des pilotes et mettre à l'échelle les leçons que vous avez retenues, ce qui doit être là. Est-ce que c'est la finance, les politiques, etc. Alors, merci beaucoup pour votre participation, même sans être informé a priori. Merci beaucoup pour cette question et c'est une question très, très importante. Tout d'abord, mettre à l'échelle joue un rôle important parce que nous avons eu des exemples du Kenya, de Kenaf, les expériences de la Tanzanie, les expériences du Tchad et il y a beaucoup d'autres expériences en Afrique. La mise à l'échelle de ces expériences et des connaissances est très importante. Au niveau de la PAFO, nous travaillons là-dessus parce que ça fait partie de notre priorité et de notre travail. Et j'aimerais vous citer des exemples de ce que nous faisons ou ce que nous prévoyons continuer à faire dans l'avenir. Nous avons ce qu'on appelle la plateforme d'échange, une initiative qui est conçue pour reconnaître et faciliter l'échange de connaissances. Oui, c'est-à-dire l'apprentissage les uns des autres parmi les organisations paysannes en Afrique. Nous faisons cela en collaboration avec AHA. AHA, je crois que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'une des 13 agri-agences d'AgriCode. Alors, nous traitons des thématiques différentes
liés au sol, à la production, au commerce, c'est-à-dire toutes les thématiques agricoles. Alors, le programme est en cours. Cela a commencé 2, 3 années passées. Et c'est un programme qui continue. Alors, c'est une initiative pratique que nous avons au sein de la PAFO qui fait ce travail. Nous sommes en train de transformer cette initiative vers une académie de la PAFO. Et c'est une académie qui sera comme une plateforme stratégique où nous avons une base solide pour continuer à faire avancer le partage des compétences et de connaissances. Avec cette académie, nous allons continuer à faire des échanges et organiser ce type de webinaire, hein. Et je crois que ce type de webinaire feront partie de cette académie. Nous avons le série et là où nous invitons des entrepreneurs, des agripreneurs qui ont des innovations dans des domaines et des zones différentes de l'Afrique, en Europe, parce que nous faisons cela en collaboration avec Colide. Et nous avons des sessions très intéressantes. C'est comme ça que nous mettons à l'échelle des compétences et des connaissances pour maximiser l'impact. Et aussi, nous avons d'autres initiatives comme ce qu'on appelle la formation gérée par les femmes. Impliquer les femmes. J'ai beaucoup aimé l'exemple du Tchad où les femmes rurales partagent oui, mais leurs efforts ensemble et travaillent en étroite collaboration. Et ça, c'est très important pour nous. Nous avons formé des femmes. Décembre l'année passée, on a formé 20 femmes qui venaient des pays différents de l'Afrique. Au mois de mai, nous allons former 20 leaders femmes du côté francophone. Alors, il existe des initiatives différentes qui existent et nous avons organisé beaucoup de webinaires. Nous avons un webinaire sur Kampalamet qui parle des objectifs de Kampala, la question de gouvernance, industrialisation, agro-industrialisation. Alors, nous faisons beaucoup, mais nous comptons aussi faire encore plus dans l'avenir. Et cette initiative qui apparaît au niveau de nos médias sociaux sont toujours là. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme ça, on pourrait exploiter d'autres thématiques. Merci beaucoup, aimable. C'était vraiment une bonne réponse. Ça montre clairement ce que vous faites au niveau de la PAFO. J'aimerais donner la parole à Edouard et à Drem pour répondre à cette question. Je reconnais ce qu'Aimable a dit. Nous avons cette opportunité avec le PDDAA au niveau du continent. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons un groupe spécial sur le sol et comme ça, les organisations paysannes devraient participer dans le groupe. Comme co-leader, je vais faciliter ça. Nous avons l'opportunité d'impliquer un État, un indicateur, désolé, un indicateur et les États devraient rapporter. Nous pouvons juste demander au gouvernement de rapporter sur un indicateur. Et je crois que nous allons lier ce discours avec ce qui existe. Alors, Edouard, les opportunités pour la mise à l'échelle, aller au-delà des pilotes et mettre à l'échelle ces solutions au Kenya avec le Kenya EDREM, vous allez répondre à cette question aussi. Oui, merci pour la parole. Mais avant d'oublier, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au Kenya au mois de juin, le 8 de 11. Nous accueillons l'Assemblée générale. Alors comme ça, on pourrait se focaliser sur la santé du sol et oublier l'invitation. Alors, par rapport à la mise à l'échelle, j'ai dit
par rapport à la gestion intégrée de fertilité du sol. Et j'y cite un exemple. Ce que nous avons fait au Kenya, nous avons commencé avec 2 comtés et c'était la phase pilote. Et ici, on a travaillé avec 5 000 agriculteurs, avec 200 formateurs formés et qui continuent à diffuser la connaissance en travaillant avec le groupe. Prenons les échantillons, tester les sols et leur donner les résultats et documenter également les résultats. Alors, nous sommes en train de mettre à l'échelle en 6 comtés où nous ciblons 200 000 agriculteurs. Nous avons déjà planifié cela. Et après, on va aussi mettre à l'échelle dans tous les 47 comtés. Alors, grâce aux résultats que nous avons eu pendant le pilote, c'est possible et c'est faisable. Et nous faisons ça. Merci beaucoup. Oui, c'est possible, James. James, c'est à vous maintenant la question de mise à l'échelle. Les techniques que vous faites, vous avez déjà parlé des opportunités. Maintenant, c'est l'opportunité de mettre à l'échelle. Vous avez la parole, Drem. Ok, merci beaucoup. Et c'est vraiment important de mettre à l'échelle parce que tant que ça reste à petite échelle, ce n'est pas rentable et puis le problème aussi n'est pas résolu et on va aller de plus en plus dans les difficultés pendant que le changement climatique, lui, ne nous attend pas. Et pour cela, au niveau de la PROPAC, comme je l'avais annoncé un peu plus haut, nous avons fait le choix de faire la promotion de l'agroécologie. Et nous le faisons à différents niveaux. Au niveau de nos pays, des pays où nous avons les OPMA, il y a des centres euh, agroécologiques où nous faisons de la formation aux différents membres qui sont des formations, actions, donc à travers des champs paysans, écoles, pour pouvoir transmettre la connaissance. Maintenant, en termes au-delà de la connaissance, il y a un coût pour l'utilisation de cette connaissance, pour la pratique, pour l'utilisation sur le terrain. Et ce coût-là, nous faisons beaucoup plus le plaidoyer aussi auprès de nos États pour qu'ils puissent augmenter les budgets de l'agriculture, mais qu'il faudrait que les États eux-mêmes euh, planifier la transition agroécologique dans leur budget, de sorte que dans le budget national, on prévoit clairement au niveau de l'agriculture qu'il y a des fonds destinés à la transition agroécologique. Et nous le disons parce que tout le monde parle de cette transition-là, mais dans les faits, on ne voit pas clairement des fonds que les États mettent là-dedans. Et nous pensons que ce sont eux qui doivent financer l'agriculture et qu'il faudrait qu'ils mettent des fonds là-dedans. Donc, nous faisons le plaidoyer sur ce plan-là. À cela, nous ajoutons aussi euh, des, des financements que nous obtenons aussi à travers différents partenaires que nous mettons à disposition des agriculteurs pour pouvoir développer aussi leurs activités. Et au niveau de la PROPAC, nous avons mis en place un cadre de concertation entre les organisations paysannes et la recherche que nous appelons OP Recherche. Ce cadre se réunit tous les 2 ans où tous les directeurs des instituts nationaux de recherche agricole, régionaux également, nous discutons ensemble des problèmes que les agriculteurs rencontrent et ensemble, nous identifions des, des problèmes de recherche et nous participons à la conduite de ces différentes recherches-là pour qu'à la fin, les résultats puissent être facilement adoptés par les agriculteurs. Donc, ça aussi, ce sont des questions pour la régénération, ce sont des questions que nous posons aussi à nos chercheurs qui, pour la plupart des cas, ont déjà des solutions, qui nous les proposent ou lorsqu'il n'y a pas de solution, ça devient un thème de recherche avec lequel nous collaborons. Donc, voilà un peu comment nous, on procède au niveau de la PROPAC à la mise à échelle. Merci. Alors, Drem, ça, c'est vraiment une bonne réponse parce que vous avez lié à la finance la discussion qu'on a eue, le besoin vraiment d'investissement public. Et là, alors ça, c'est vraiment très important. Et merci beaucoup. Alors, Betty, alors vous allez parler des mécanismes que vous avez fait en Europe par rapport à la mise à l'échelle et les leçons que vous avez appris.
et que nous pouvons mettre à l'échelle à l'autre côté, bien sûr, par Zoom. Je vais essayer de d'éviter ce que vous avez déjà dit, parce que c'est la même chose, la question d'échange de connaissances, etc. Alors, ce sont des choses que vous avez dit et ce sont des choses qui sont bonnes. Alors, ce que j'aimerais ajouter, et surtout ce qui est important, c'est ce qui doit être tenu en compte, et on a déjà discuté ça, mais la première chose, c'est quel niveau de paiement devrait être fait aux agriculteurs? Ça, c'est la première question. Je m'excuse, hein. Alors, les agriculteurs dépendent des volontaires, bien sûr, mais on dit que ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Mais il faut être attrayante, hein, comme emploi. Nous avons un programme d'apprentis, les personnes qui travaillent dans les champs pour avoir l'expérience et bien payé par Yara. Et l'agriculteur qui les accueille est payé. Alors ça, c'est pour le rendre durable. Alors, ça change euh, pour ne pas être comme quelque chose de se porter volontaire, mais c'est quelque chose qui est modèle euh, de revenus. Et on a eu de succès là. Et montrer aussi que c'est bon pour la santé du sol. Et pour nos choses, c'est différent vraiment. Ah, comme ça, il faut se focaliser là-dessus. Alors, il y a aussi l'éducation de consommateurs. Si on peut travailler sur la demande et surtout la demande des produits qui viennent des sols en bonne santé, et comme ça, on pourrait montrer que ce n'est pas seulement une question de l'environnement. Oui, ça c'est important, bien sûr. Mais pour les consommateurs, quels sont les bénéfices? Alors, quels sont les bénéfices au niveau des consommateurs, au niveau des agriculteurs et aussi au niveau de biodiversité? Et comme ça, pour renforcer la demande. Parce que si la demande est là, et comme ça, vous n'allez pas discuter ce qu'on discute ici parce que vous avez une grande demande. Alors, l'autre chose, pour nous, au niveau du show, c'est parce que nous sommes entourés de... Alors, je crois que c'est tout. Ce qui est mais, c'est-à-dire les produits chimiques. Et Yara m'a enseigné le concept de l'unité en diversité, c'est-à-dire malgré les approches différentes qui sont là, et c'est que vous n'êtes pas tous au même niveau, c'est vraiment très important de trouver l'unité dans cette diversité. Alors, par exemple, nous faisons le plaidoyer pour l'agriculture de conservation. Et il y a des personnes qui ont parlé du côté agroécologique, mais il faut impliquer toutes les parties prenantes pour arriver quelque part. Si nous avons des groupes qui sont comme des adversaires, alors c'est-à-dire l'agroécologie contre les autres, nous n'allons pas évoluer. Alors, c'est important de se réunir et se mettre d'accord par rapport au minimum, par rapport à la santé du sol, et puis continuer à y travailler. Alors, merci beaucoup et merci pour l'aspect de l'éducation de consommateurs. Si nous avons la demande de vos produits, c'est comme ça qu'on pourrait gérer tout. On a changé ce thématique du sol, de politique, jusqu'à l'éducation de consommateurs. Deux autres questions. Nous n'avons pas du temps pour la réponse, mais je vais lire les questions pour que nous puissions y réfléchir. Première question, est-ce que nous devons parler de la biodiversité et la santé du sol? Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons faire pour avoir un impact sur les agriculteurs? Nous tous, nous sommes les militants pour la biodiversité, mais comment intégrer les deux? Nous avons Joyce Mutua qui a dit
question à Edouard. Edouard, vous allez répondre sur chat, hein, et c'est lié à la politique. Elle dit que les femmes gèrent 70% des champs. Et c'est seulement 2% qui sont leaders au niveau des organisations paysannes. Comment est-ce que qu'est-ce que vous avez fait? Ce ne sont pas des questions faciles à répondre. Heureusement, nous n'avons pas du temps pour répondre à toutes ces questions ici. Mais j'aimerais juste vous poser cette question pour être une question de réflexion. Alors, j'aimerais remercier les panélistes. Applaudissez les panélistes. Applaudir. Oui, les panélistes, et merci et félicitations pour la réponse à ces questions qui étaient brûlantes, et merci pour les expériences que vous avez partagées. Alors, imaginez, regardez tous ces emojis. Alors maintenant, je dois être honnête. J'ai demandé, est-ce que nous allons vraiment prendre 2 heures? Et nous sommes presque à ce niveau de 2 heures. Et j'aimerais continuer. J'ai beaucoup été impressionnée par rapport à la connaissance, les discussions que nous avons eues au niveau de ce continent, même jusqu'en Europe. Et merci pour les discussions. Et c'est pourquoi je vous apprécie, vous tous. Et nous avons entendu beaucoup de la part Agricode. Agricode a été fondée en 2003 et c'est une alliance mondiale avec 30 agri-agences gérées par les organisations paysannes. Alors, la mission, c'est promouvoir des organisations paysannes, des coopératives en utilisant l'approche pair par pair, ce que nous avons fait. Et aussi organiser les agriculteurs pour être inclusives. Alors, je suis vraiment ravie d'inviter le secrétaire exécutif d'Agricode, Katia Vauri, pour les réflexions. C'est très difficile parce que nous avons pris du temps pour discuter les thématiques différentes. Alors, heureusement, vous avez beaucoup fait. Alors, comme ça, j'ai très peu à dire. Merci beaucoup à vous tous. Liam, pour la modération et les panélistes, les participants. Nous n'allons pas beaucoup s'inquiéter par rapport au changement de mentalité si nous avons des champions comme vous qui nous rappellent de l'importance de la santé du sol. Un message que j'ai retenu, et je crois que nous devons chercher un moyen de diffuser vers d'autres forum. Les organisations paysannes gèrent cette histoire de la santé du sol appuyée par des experts, des chercheurs, comme nous avons entendu de DREM et des personnes comme Alé et ses collègues. Et selon les des expériences pratiques que nous avons entendues aujourd'hui, l'engagement, l'innovation existe vraiment. Et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Ce dont on a besoin, c'est la mise à l'échelle accélérée. La mise à l'échelle est toujours là, gérée par les organisations paysannes. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, au Burundi, CAPAD, l'Organisation nationale paysanne, fournit des services de vulgarisation pour toutes les thématiques agricoles pour beaucoup d'agriculteurs qui le fait. Alors, nous connaissons que chaque agriculteur, à leur niveau, fait des choses différemment. Alors, ce qui manque, c'est toujours les politiques promises et aussi les subventions parce que nous dépensons beaucoup d'argent en Europe, même en Afrique, hein, pour les subventions agricoles. Malheureusement, les subventions vont vers les points qui ne sont pas corrects. Si vous pouvez suivre ça, c'est bon. Et on pourrait faire aussi le plaidoyer pour s'assurer que nous tous, nous gagnons notre part juste et surtout pour le travail fait par les agriculteurs et pour maintenir la santé du sol. Et comme ça, on aura les paiements des écosystèmes et l'autre chose, c'est que nous avons besoin des systèmes de suivi et évaluation et nous sommes ravis parce que les solutions sont là et c'est une chose que nous devons mettre à l'échelle. Les systèmes de suivi et évaluation pour avoir des preuves que ça marche bien et que les sols sont en santé. Alors, nous sommes engagés toujours d'appuyer les organisations paysannes parce que la santé du sol est la base sur la nutrition et tout ça. Alors, je n'avais pas besoin de 10 minutes parce que, oui,
j'habite très loin de mon pays, mais on dit que notre message devrait être précis. L'une chose, c'est que nous remercions nos partenaires, la Commission européenne qui appuie cette initiative GIZ. Et comme ça, il faut continuer à les saluer et les motiver à nous appuyer. On travaille sur d'autres mécanismes de financement. Alors, le partenariat est très important pour nous et c'est pourquoi nous faisons partie de la coalition for Soil Health. Et je crois que tout le monde qui est ici va nous rejoindre parce qu'ensemble, on peut le faire. Ça se passe et nous allons accélérer l'action. Soyons toujours en contact. À la prochaine. Alors, comme ça, suivez-nous en médias sociaux et comme ça, vous allez être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katia. Oui, j'ai appris une bonne chose. C'est que chez vous, il faut être précis. Merci pour votre inspiration et nous sommes vraiment heureux de clôturer. Et merci à vous tous qui ont posé des questions pour votre participation, les panélistes. Merci à vous tous. Cela a été un plaisir. On attend vraiment de mettre à l'échelle les solutions de la santé du sol. Merci beaucoup et au revoir.